Bienvenue pour ce 6e épisode de Parlons Cash, un Parlons Cash très riche ce soir, comme les autres, me direz-vous, mais je vous en donne d'ores et déjà le menu pour vous donner l'eau à la bouche. On va parler bien sûr des marchés financiers et des opportunités qu'ils recèlent, avec le point de vue de Bien Prévoir, qui considère que Mario Draghi a gagné sur la Fed. Ensuite, une deuxième partie bon plan placement. Vincent Kutkovics nous présentera 3 solutions d'investissement fiscal et diversifié. Ben oui, c'est de saison. Et puis l'invité qui parle cash ce soir sera Olivier Goy, le fondateur célèbre d'1, 2, 3 Ventures, qui relance une nouvelle aventure, Lendix, prêté directement aux PME. Est-ce une bonne solution d'épargne? On verra ça ensemble. On commence tout de suite par la partie marché financier. On retrouve Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Bienprévoir.fr. Alors, on va faire ensemble le point. Chaque mois, on fait ça sur les marchés financiers. La dernière fois, le 21 octobre, quand on s'est vu, ça tanguait pas mal. On se souvient de ce creux. C'était même le plus bas, parce que depuis, on a regagné 5% sur le CAC. Oui, tout à fait. Le mois d'octobre avait été très difficile, très compliqué sur les marchés. Comme souvent d'ailleurs, les mois d'octobre, ça se passe pas toujours bien. Ouais, tout à fait. Et là, depuis, en fait, on a repris 5%. Les marchés étaient très nerveux, les investisseurs étaient très nerveux. Ça, on pouvait le mesurer au travers d'un indice qui s'appelle la volatilité et qui traduit le VIX, qui traduit donc les inquiétudes des investisseurs sur les marchés. Qu'est-ce qui a changé donc en un mois? Alors justement, les inquiétudes, de quelle nature elles étaient? Elles portaient sur la croissance mondiale. On avait des craintes sur le niveau de la croissance mondiale. Jusqu'à présent, le scénario, c'était que la vigueur de l'économie américaine allait rejaillir positivement sur l'Europe. Et puis, en septembre, octobre, on a commencé à se poser des questions et on s'est demandé si ça n'allait pas être l'inverse, plutôt la zone euro qui allait tirer vers le bas l'économie américaine. Entre-temps, donc depuis la dernière émission, on a eu des bons chiffres. Des deux côtés. Aux États-Unis surtout. Oui, mais de bonnes surprises quand même également en zone euro. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, le chiffre de la croissance du 3e trimestre est ressorti sur un très bon niveau. 3,5% de croissance en rythme annualisé sur le 3e trimestre. On a eu des bons chiffres du marché de l'emploi, un taux de chômage qui baisse à 5,8%. Jusqu'à présent, on disait attention, ce chiffre-là, il faut le regarder aussi, il faut prendre des pincettes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient du marché du travail. Ouais. Et là, en octobre… Passé sous le radar. Exactement. Et là, en octobre, il y a même des gens qui sont revenus sur le marché du travail et malgré cet afflux de gens qui reviennent sur le marché du travail, le taux de chômage baisse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, une machine qui tourne à plein à nouveau aux États-Unis. Exactement. Une croissance forte qui crée des emplois. En Europe, dans la zone euro, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. C'est pas encore le cas, mais on a une croissance de 0,8% en rythme annualisé, qui se compare donc au 3,5% américain. C'est nettement moins bien. Mais on s'attendait à une croissance plus faible, voire négative. C'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on fonctionne en relatif toujours. Exactement. Par rapport aux anticipations, c'est une bonne nouvelle. Et même en France, on a eu une croissance d'ailleurs qui était de 0,3%, donc l'équivalent de 1%, 1,1% en rythme annualisé, qui est meilleur que ce qu'on attendait jusqu'à présent. Même si on n'aura sans doute pas ce chiffre à la fin de l'année, on est plutôt autour de 0,4 sur l'année 2014. Alors, c'est dans ce contexte que vous nous dites qu'il y a un bras de fer entre la BCE et la Fed, qui se voit, qui se matérialise sur les monnaies. Oui, tout à fait. C'est vraiment le choc des titans entre la Fed et la BCE. Et on a vu déjà les premiers effets. L'euro a commencé à glisser. Oui, l'euro a glissé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une guerre des monnaies, réellement, mais il faut comprendre que les Européens, la BCE en particulier, a compris que c'était une guerre qu'en 2014. Jusqu'à présent, seule la Fed était armée, qu'on participait à cette guerre sans armes. Oui, enfin, il l'avait peut-être compris avant, mais il n'osait pas utiliser les mêmes armes peut-être aussi. Il n'utilisait pas du tout les armes, il n'osait pas en fait y aller concrètement. Et c'est qu'en 2014 qu'on a commencé vraiment à réagir. Alors, vous nous avez amené des graphiques, on va les voir ensemble. Un graphique qui montre notamment l'obligation du Trésor français à 10 ans, l'OAT. Qu'est-ce que ça prouve ? Alors, ce graphique en fait montre le taux d'intérêt auquel la France emprunte. Donc, c'est un exemple de taux d'intérêt à long terme sur les marchés financiers. Je voulais vous le montrer parce que d'abord c'est une sorte de révélateur en fait de la confiance des investisseurs dans l'économie en général. Et alors même si c'est une courbe qui descend, ça veut dire qu'en fait ils ont plutôt confiance parce que l'État français emprunte peu cher.
Voilà, l'État français emprunte peu cher. Est-ce qu'ils ont confiance en l'État ou est-ce que c'est plutôt, ça suit aussi le cours de l'inflation qui baisse et donc finalement… Je pense qu'il y a les deux. Donc ils ont confiance en fait dans la capacité de la France à rembourser son capital et payer ses intérêts. Donc ça, c'est une bonne on arrive nouvelle. à lever des impôts en France, on le sait. Oui. On lève des impôts, malheureusement, beaucoup. Mais par contre, en fait, ça prouve effectivement aussi que les marchés comprennent que l'inflation est très basse, que l'économie est faible, que la croissance est faible et donc que la BCE va devoir lutter contre cette inflation basse. Il y a un autre graphique qui montre justement ce chiffre d'inflation et qui pose la question de la déflation. On est tout proche des zéros finalement. Effectivement, on le voit donc sur l'inflation, ça c'est l'inflation en France, l'inflation en zone euro est exactement similaire à celle-là. La BCE regarde surtout l'inflation de la zone euro. Nous, Français, on regarde celle-là, mais les phénomènes sont les mêmes. Alors pareil, comme il y a la baisse des taux, on a une baisse de cette courbe de l'inflation qui continue à s'accélérer. On le voit donc depuis 2012, ça fait 2 ans et demi en fait, que l'inflation ralentit énormément. Elle est proche de zéro. Et quand on regarde cette courbe, on le voit sur la droite, en fait, la pente est forte à la baisse. On a peur de passer en territoire négatif. Le territoire négatif sur l'inflation s'appelle la déflation et ça, c'est une catastrophe pour l'économie, c'est une catastrophe pour les pays. D'où le troisième graphique qui montre en effet les mesures prises par la BCE et le calendrier. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus ? D'abord que la BCE a commencé à agir seulement en juin 2014. On voit que sur le graphique précédent, l'inflation a baissé depuis 2012. Ça fait 2 ans qu'elle baisse. La BCE agit. En juin 2014, elle a commencé à mettre des taux d'intérêt négatifs. Elle a pris 5 mesures, mais la mesure la plus symbolique, c'est vraiment les taux d'intérêt négatifs. Elle a remis une couche en septembre, elle a lancé un programme d'achat de dettes privées, ce qu'on appelle les ABS, pour Asset-backed securities, Asset-backed securities. En bon anglais. Ensuite, en octobre, et c'est là où les marchés ont été très agités, on en a parlé, là, la BCE, elle a déçu les marchés parce qu'elle n'a pas été assez précise sur le montant de ce programme-là. Donc, on a pu s'interroger sur la volonté réelle de la BCE d'agir. En novembre, en fait, là, elle a été très précise, sous la pression des marchés. Elle a parlé d'une augmentation de son bilan de 1 000 milliards d'euros, de revenir en fait sur le bilan qu'elle avait en mars 2012. Et vous prévoyez même un achat de dette souveraine? Alors je pose la question, effectivement, vu l'état de l'économie, on a des dettes absolument importantes et ça c'est un cocktail explosif. Dette importante, inflation basse, risque de déflation et croissance faible. Pour lutter contre ça, il va falloir que la BCE fasse plus, probablement lancer un programme d'achat de dette souveraine. Et Thomas, Draghi a annoncé qu'ils étudiaient en fait ce programme-là. Il est à l'étude. Bon, est-ce que Draghi a gagné? Pourquoi est-ce que vous dites que Draghi a gagné? Alors, pourquoi est-ce que je déclare que Draghi a gagné une bataille? Il n'a peut-être pas gagné la guerre, mais il a gagné une bataille. Parce qu'en octobre, ce fameux mois agité sur les marchés, la Fed s'était dit inquiète de la rapidité de la hausse du dollar par rapport à l'euro. Et en novembre, ils ont dû abandonner ce discours. C'est la première fois qu'on voit la Fed baisser les armes par rapport à la BCE. Ils sont obligés de baisser les armes parce que l'économie va mieux, l'inflation repart. On a encore eu des chiffres aujourd'hui qui montrent que l'inflation est là aux États-Unis et ne peuvent plus continuer dans leur politique monétaire accommodante. Comment ça va se prolonger selon vous? On va continuer sur cette tendance parce qu'on est au milieu du gué. En fait, la BCE va continuer à agir, va mettre en œuvre ce qu'elle a annoncé. Je pense qu'elle devra même aller plus loin que ce qu'elle a déjà annoncé. La Fed va sortir de sa politique monétaire accommodante. La conséquence de ça, c'est que sur le dollar, l'euro-dollar, on va aller encore plus loin. On est aujourd'hui à 1,24, 1,25. On va probablement descendre en dessous, peut-être 1,17, 1,18, à un horizon de 6 mois. Alors la question de ceux qui regardent, c'est comment est-ce qu'on en profite? Alors, comment profiter en fait d'une baisse de l'euro par rapport au dollar? Je propose en fait d'investir dans un fonds. Ce fonds s'appelle CPR Croissance Réactive, donc de CPR Asset Management, qui est un fonds diversifié. C'est un fonds qu'on appelle équilibré, qui mixe des obligations et des actions, et qui investit beaucoup dans la zone dollar, donc qui profitera si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, qui est notre scénario central. D'accord, donc voilà, CPR Croissance Réactive, c'est votre conseil pratique? Tout à fait. Il a fait 9% déjà depuis le début de l'année dans un contexte de marché assez difficile, avec une volatilité basse. C'est vraiment un bon fonds. Merci Jonathan pour toutes ces explications. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon des marchés financiers. Avec plaisir.
Alors, sans transition, on accueille Vincent Cutcolis, bonjour. On va voir ensemble 3 solutions d'investissement, ce que vous nous avez apporté cette semaine, 3 solutions d'investissement fiscal et diversifié. C'est la bonne saison pour s'intéresser à ces types de produits. La fiscalité, la fin de l'année, c'est propice. Oui, enfin, diversifier son patrimoine, il faut le faire toute l'année. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où les compagnies qui montent des produits financiers ont généralement 2 périodes dans l'année où elles sont très actives, l'ISF et la fin d'année, parce qu'il faut, pour pouvoir réduire son impôt qu'on va payer en 2015 sur les revenus 2014, il faut avoir investi avant le 31 décembre. Voilà. Minuit. Et puis si on peut s'y prendre un peu avant, c'est pas plus mal parce qu'on a d'autres choses à faire le 31 décembre. Oui, il ne faut pas se précipiter, il faut justement avoir le temps de réfléchir. Alors on va réfléchir avec vous. De quel type de produit on parle aujourd'hui ? On va parler, nous, de 2 types de produits, les fonds d'investissement de proximité et les FCPI qui sont plutôt orientés vers les entreprises innovantes. Donc FIP, FCPI qui sont les 2 types de produits qui procurent généralement la même réduction d'impôt. Donc on rappelle un peu le concept de ces fonds, ils investissent dans des entreprises la plupart du temps non cotées. Des PME non cotées, tout à fait, des PME non cotées auxquelles finalement l'épargnant classique a peu accès en dehors de ce type de produit. Il s'agit d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et donc c'est l'intérêt aussi, en tout cas l'intérêt espéré, c'est que c'est aussi un programme à la fois de diversification et qui va, on l'espère, générer des revenus au-delà de l'avantage fiscal. Oui, tout à fait. Nous, on considère que ce sont des produits qu'il faut regarder comme tout autre produit financier, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'il y a dedans et il faut essayer de percevoir ce que va pouvoir apporter ce produit financier. Parce que si on parle des chiffres, en termes de fiscalité, quels sont les avantages, justement, si on prend ça en compte et après on le mettra de côté? Tout à fait. En termes de FIP, donc les FIP classiques permettent d'obtenir une réduction d'impôt jusqu'à 9 000 €, jusqu'à 4 300 € pardon, pour un couple, et 9 000 € environ lorsqu'on choisit les FIP Corse qui ont une réduction d'impôt plus forte encore. Et les FCPI, c'est également 4 300 € pour un couple. Mais c'est, il faut le préciser, un pourcentage du montant investi. C'est-à-dire que ce n'est pas 4 000 € investis, 4 000 € d'impôt. Vous avez un maximum d'investissement et en plus, au global, vous avez un plafonnement depuis 2013 des niches fiscales à 10 000 €, c'est-à-dire que lorsqu'on prend en compte les réductions que vous obtenez, par exemple avec la nounou, etc., et ben, en fait, vous ne pouvez pas dépasser 10 000 € de réduction d'impôt. Et donc, sur un FIP, par exemple, ou un FCPI, c'est 18% en fait de la somme investie qui est déductible. Qui est déductible et qui permet d'obtenir une réduction d'impôt. Alors, vous êtes penché, on avait parlé dans un épisode précédent de Parlons Cash sur le TRI, le taux de retour sur investissement, le rendement finalement qu'offre ce type d'investissement. C'est un peu notre dada et finalement, effectivement, on s'est rendu compte en faisant une analyse qui portait sur 650 produits qui avaient été émis depuis 1997. Lorsqu'on intègre dans ces produits-là les produits qui ne sont plus en phase d'investissement, on a une performance globale négative hors avantage fiscal. C'est-à-dire qu'en moyenne, ces fonds rapportent moins 3%. Bon. Donc ce n'est pas un bon placement. Ce n'est pas un bon placement si on exclut l'avantage fiscal. Maintenant, nous, on aime bien regarder ces placements-là en mettant de côté l'avantage fiscal qui ne doit pas être finalement le mobile d'investissement, qui ne doit pas être la raison pour laquelle on va investir. Ce que vous me dites, c'est moins 3, c'est le marché. Et alors, dans ce marché, il y a des bons et des moins bons élèves. Il y a 30% des acteurs, ou des produits en tout cas, des fonds, des FIP, FCPI, qui ont réussi à délivrer une performance positive, voire 5% qui ont délivré une performance au-dessus de 10%. Comment on fait pour les trouver ? Alors là, il faut regarder. Alors l'analyse qu'on avait faite à l'époque, c'était au premier semestre de cette année, c'était plutôt de comprendre, on avait compris en fait que ce sont surtout les produits qui vont chercher justement des entreprises qui sont capables de générer déjà des dividendes, qui sont assis sur un modèle économique qui fonctionne, qui dégage du cash. Et donc c'est aussi le spectre à travers lequel on a décidé cette année de continuer à sélectionner des produits lorsqu'ils ont cette faculté à aller investir sur des PME qui sont sur des modèles économiques déjà bien assis. Alors, si on prend un exemple concret, vous nous avez décortiqué un exemple, quelqu'un qui voudrait, qui n'a rien fait, qui n'a pas de nounou, qui n'a pas bénéficié de niche fiscale autre et qui voudrait défiscaliser le maximum autorisé par la loi de 10 000 €. Tout à fait. Alors, il y a le maximum autorisé par la loi et puis il y a la bonne gestion de patrimoine qui va consister à se dire il ne faut pas exposer une trop grande partie de son patrimoine à ce type d'investissement. Il faut que ça représente entre 5 et 10%. C'est ce qui est disons, la gestion bon père de famille évoque ce taux assez régulièrement. Donc, si on investit entre
entre 5 et 10%. Partons sur un patrimoine financier de 300 000 euros. On se dit qu'on va pouvoir investir 10 000 euros, et on va pouvoir investir 30 000 euros pour obtenir les 10 000 euros de réduction. Mais en réalité, il est a priori... On peut penser que quelqu'un qui a un certain niveau de revenu une année aura le même niveau l'année d'après, donc il va continuer à vouloir investir. Donc finalement, on se dit qu'il vaut mieux investir 2-3% de son patrimoine financier chaque année pour pouvoir jouer cette diversification et rentrer sur ce type de produit successivement, année après année, et ne pas le faire d'un seul coup. Oui, parce que sinon on se retrouverait avec tout son patrimoine au bout de 10 ans investi dans des produits de ce type. Alors, comment est-ce que vous le décomposez, ce portefeuille type? Alors, notre sélection cette année va se tourner sur d'abord un FIP 1, 2, 3 Patrimoine 3, qui est de la société de gestion 1, 2, 3 Venture. C'est pas fait exprès, mais on a Olivier Goua qui nous rejoindra. Qui est en coulisses et qui va nous rejoindre. Et donc là, on est sur le leader en France de ce type de produit. Et ce qu'on aime bien dans ce produit-là, c'est qu'il diversifie déjà d'une certaine manière son investissement, et parce qu'il va s'appuyer sur des PME qui sont dans le domaine de la santé, de l'hébergement, de l'hôtellerie, donc qui génèrent des revenus et qui en plus sont sur des secteurs d'investissement peu cycliques. FIP 1, 2, 3, Patrimoine 3, ensuite un FCPI Objectif Europe, donc là on est dans les PME innovantes, avec une diversification liée à la géographie, donc on va investir sur toute l'Europe, et en plus, il y a jusqu'à 30% de la poche d'investissement qui va être réalisée sur des placements financiers classiques. Donc là aussi, on joue la diversification, mais en mettant quand même une poche tournée vers l'innovation. Donc ça veut dire que le risque est quand même plus grand que dans le FIP qu'on évoquait précédemment. Et alors, quelque chose de plus exotique, un FIP Corse. C'est quoi un FIP Corse? Un FIP Corse, c'est un FIP qui a pour vocation d'investir sur la seule région depuis 1997 qui connaît une croissance positive en France. Il y a des FIP régionaux comme ça, ou alors c'est la seule exception puisqu'elle bénéficie, c'est un soutien d'une certaine manière à l'économie corse, et elle bénéficie d'une réduction d'impôt de 20% plus importante que les FIP classiques. Et donc là on investit dans des entreprises locales. Des entreprises locales. Le FIP Corse qu'on a choisi, parce qu'il y en a un certain nombre sur le marché, et on a lutté pendant un certain nombre d'années, on n'avait jamais référencé ce genre de produit. Là, on l'a fait cette année parce qu'il y a un peu cette approche aussi, c'est-à-dire que le FIP Corse qu'on a choisi, qui est FIP Corse Croissance numéro 2, a vocation à investir sur des PME corse qui ont déjà un modèle établi un modèle économique établi. Voilà. Bon, donc comment est-ce qu'on fait pour sélectionner son investissement? Vous nous avez apporté un tableau justement pour récapituler finalement qui synthétise ces trois solutions. Donc on le voit, donc on a ces trois finalement secteurs d'activité, une diversification à la fois géographique avec la Corse et puis sur différents secteurs. Tout à fait. Il y a une diversification géographique à travers les PME innovantes européennes également. Et puis après, des secteurs complètement déconnectés des deux premiers, qui sont la santé, la dépendance et l'hébergement. Et l'idée là est de se dire, on va jouer la diversification au maximum et on va répartir son investissement en fonction des produits les plus diversifiés vers les moins diversifiés. Donc on va mettre un peu plus sur le FIP 1, 2, 3, Patrimoine 3. Donc 50%, là c'est l'exemple du panier, 30% sur PME innovantes européennes et 20% sur la Corse, alors que c'est celui qui procure le plus gros avantage. Oui, mais c'est par définition le plus risqué. Donc 38%. C'est pour ça qu'on baisse la pondération sur ce genre de produit. Et attention, il faut respecter les plafonnements propres à chaque produit. On ne peut pas tout investir, 50%, 30%, 20% doit se faire dans le cadre des plafonnements par produit. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques liés à ces investissements et notamment un risque de redressement fiscal? Parce que tout ce qui touche à la fiscalité est touchy en ce moment. Bien sûr, beaucoup de produits de défiscalisation ces dernières années ont généré des redressements fiscaux. Là, on est dans le cadre de produits qui sont tous agréés par l'autorité des marchés financiers. C'est un gage de sécurité, ça veut dire qu'il a été contrôlé que ces sociétés de gestion qui émettent ce produit-là respectent les contraintes légales qui sont propres à ce type d'investissement. Donc c'est un gage de sécurité. Donc en termes de redressement fiscal, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est d'avoir une performance qui n'est pas au rendez-vous à la sortie. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'avantage fiscal, on a quand même un coussin de sécurité. Il faut avoir en tête aussi, c'est que l'investissement sur ce type de produit n'est pas liquide pendant au moins 5 ans et généralement en moyenne 6 ans, voire 7 ans. Voilà, en conclusion, on ne peut pas mettre tout son patrimoine dessus. En tout cas, il faut respecter des paliers et donc ne pas être aveuglé finalement par l'avantage fiscal et voir au-delà avec une vraie stratégie de patrimoine. Exactement. La vraie motivation, c'est est-ce que je comprends ce qui se passe dans ce produit? Est-ce que j'ai envie de mettre mes fonds dans ce produit-là? Et en fin de compte, la cerise sur le gâteau sera l'avantage fiscal.
Vincent, merci pour ces explications. Vous restez avec nous. On va tout de suite parler d'un autre sujet qui n'est pas très éloigné, hein, avec le fondateur de Lendix, Olivier Goire. Alors Olivier, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Vincent. Bienvenue, on est heureux de vous accueillir dans Parlons Cash. On vous resitue, hein, vous êtes le fondateur d'123 Venture, on en parlait précédemment et vous avez décidé il y a très peu de temps de repartir à l'aventure avec un autre projet entrepreneurial, Lendix. Pour ceux qui vous connaissent ou qui vous suivent ou qui se posent des questions, est-ce que vous êtes encore opérationnel chez 123 ? Non, je ne suis plus opérationnel chez 123 Venture, je reste actionnaire et président du conseil de surveillance dans 123 Venture, mais aujourd'hui je me consacre opérationnellement à Lendix. Bon, on ne peut pas faire deux choses bien à la fois en même temps. Hein, les hommes, on ne sait pas faire ça normalement. Il paraît. Alors, Lendix, comment c'est né ? Alors, Lendix, vous vous rappelez Thomas, vous couvriez ça à l'époque, c'est né un peu comme 123 Venture. 123 Venture, à l'époque, on voulait démocratiser le private equity pour le rendre accessible aux particuliers. On voit aujourd'hui que c'est une réalité. Hein. Des gens comme Vincent peuvent faire des chroniques sur ce sujet-là. Ce n'était pas le cas il y a 14 ans. Et Lendix, c'est à peu près pareil. C'est une volonté de démocratiser une classe d'actifs qui est totalement nouvelle, non seulement pour les particuliers, mais également pour les institutionnels. C'est le prêt aux PME. Oui, et on est sur cette vague forte du crowdfunding qui se multiplie. Il y a presque une société nouvelle par jour qui se crée. Alors le crowdfunding, ça revêt plein de réalités très différentes. Hein. Il y a le don récompense, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding equity, et puis il y a finalement le crowdfunding sur lequel on se concentre nous, qui est le prêt. Sur le prêt, il y a un petit peu moins d'acteurs, mais il y en a aussi un certain nombre, et on veut vraiment faire du prêt. Sur le prêt et pas sur aussi l'equity, qui était plus le métier de fonds propres de 123 Venture. C'est vrai qu'on aurait pu nous attendre naturellement sur l'equity. La promesse de l'equity, c'est de rendre accessible le private equity aux particuliers. En même temps, c'est une promesse un peu galvaudée. Ça fait 14 ans qu'on le fait chez 123 Venture, on a 60 000 clients. Donc je préfère aller sur quelque chose qui était vraiment totalement neuf, le prêt. Et là, pour le coup, on est sûr que personne n'en a dans ses portefeuilles et c'est un marché énorme. Alors, il y a une question qui nous est parvenue de Warren qui demande, oui, les Américains le font depuis 2006 et pas toujours avec succès. Est-ce que ça ne vous incite pas à la prudence ou en tout cas, est-ce que ça vous encourage malgré tout à y aller ? Alors, il faut savoir une chose, pourquoi ça ne commence qu'aujourd'hui en France? C'est parce qu'il y a enfin un cadre réglementaire qui permet de le faire, ce qui n'était pas le cas avant. Les Américains, et je les remercie, ils ont essuyé tous les plâtres avant nous. C'est-à-dire que les premiers qui se sont lancés, les prospères, c'était quoi? C'était juste des sites de petites annonces, genre Le Bon Coin, où on mettait prêteurs et emprunteurs en relation, et ça a été un bain de sang. Ça a été un bain de sang, ça a terminé. Prosper a été victime d'une class action parce que ça a très mal tourné. Et en fait, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce qui n'a pas fonctionné aux États-Unis, mais qui a été corrigé aux États-Unis et qui fait que c'est un véritable succès aujourd'hui là-bas. Alors, comment est-ce que vous, justement, vous protégez vous-même et puis les épargnants qui vous confieront de l'argent ? Le point fondamental, c'est que ces plateformes de prêt aux TPE-PME, elles ne mettent pas des dossiers qui leur arrivent tout simplement sur la plateforme. En fait, elles ont une obligation, une obligation en tout cas intellectuelle, de les sélectionner, de les noter pour que l'épargnant qui vient, que ce soit un épargnant privé ou un épargnant institutionnel, il achète du papier de qualité. Et ça, maintenant, les plateformes américaines l'ont complètement intégré. La première chose que monitorent tous les investisseurs, c'est le taux de défaut historique. Il n'y a que ça qui font que ces plateformes dureront dans le temps. Qui est-ce que vous visez comme clientèle? Qui est-ce qui va finalement pouvoir investir au travers de ces vecteurs? On vise tout le monde. On est vraiment plus qu'œcuménique, encore plus qu'en 123 Venture, parce qu'en 123 Venture, on ne visait que les particuliers, parce que les institutionnels étaient déjà occupés. Alors que là, dans cet univers du prêt, personne n'est équipé. C'était un monopole bancaire. Donc, quelle est la taille de ce marché? 80 à 100 milliards d'euros par an, et personne n'y avait accès. Ce produit-là, il intéresse aussi bien l'investisseur privé de bien prévoir qui cherche une solution, une alternative à des livrets A qui rapportent 1%, ou pour faire la liaison avec ceux qui ont écouté la première partie, avec le patron de la compagnie d'assurance vie qui aujourd'hui a une OAT qui rapporte au-dessous d'1% selon les maturités. Et quel genre de ticket on pourra investir? Ça commencera à là aussi œcuménique, de 100 euros à 100 millions, il n'y a pas de raison. Comme chez 123 Venture, on a chez 123 Venture des clients qui ont mis 100 euros, notre plus gros client privé a mis 100 millions. Et de l'autre côté, sur Lendix, ce sera exactement la même chose. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez alors? Nous, on se passe toujours du côté de l'épargnant. Ce qu'on trouve intéressant dans l'approche de Lendix aujourd'hui, et comme beaucoup d'autres acteurs sont en train d'apporter et de comprendre ça, c'est qu'il faut redonner du sens à l'épargne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Après, la question qu'on va se poser en tant qu'épargnant, c'est de savoir si, d'une part, est-ce que je serai tout seul face à mes lignes d'investissement, de quelle manière je vais pouvoir réellement ne pas me retrouver qu'avec des canards boiteux. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que ce n'est pas les dossiers que les banques ne veulent pas finalement? C'est ça une des questions. Exactement. Comment je me passe en fait d'un professionnel?
si je comprends bien, il y a quand même un accompagnement et ça, c'est rassurant. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Je vais essayer d'en prendre quelques aspects. Premier point qui est fondamental, c'est est-ce qu'on vous laisse tout seul avec les canards boiteux? La réponse est non. Le rôle, effectivement, je suis allé assez vite tout à l'heure, le rôle, il est d'abord de sélectionner, mais ensuite, il est de faire tout le service qui va autour, c'est-à-dire le recouvrement, le contentieux, le précontentieux. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura des canards boiteux? Bien évidemment qu'il y aura des canards boiteux. On n'est pas sur un placement qui est garanti en aucun cas. On va financer des PME. Sur ces PME, et on a cette expérience-là chez notre venture, il y a bien évidemment de la casse. Il y a des PME qui ne rembourseront pas leurs emprunts, c'est évident. Donc comment on va diminuer ce risque et faire que ce soit un risque, comme quand les banques prêtent de l'argent? Bien sûr que les banques ont également des mauvaises créances. Mais comment elles le tuent, ce risque? Elles le tuent par la diversification. Donc la clé sur ce métier, c'est de dire à l'épargnant qui vienne, qu'il soit institutionnel ou privé, c'est si c'est pour mettre 1 000 € et faire 3 prêts à des PME, gardez votre argent, laissez-le sur votre livret A, même si c'est très mal payé. En revanche, il faut financer sur 50 à 100 prêts, c'est ça l'objectif. Nous, on est sur un objectif de présenter 500 dossiers par an. Il faudra venir en prendre 20% de ces dossiers pour vous constituer un portefeuille qui tienne la route. Donc, c'est une centaine d'investissements qu'il ne faut pas panacher. Donc, même si on met un ticket de 100 €, ça fait tout de suite 10 000 € à mobiliser. Exactement, mais on est sur des épargnants aujourd'hui qui ont des poches de liquidité qui sont très importantes et ils ne savent pas où les employer. Quand vous voyez le reflux qu'il y a eu sur le livret A, le reflux historique, 2,56 milliards d'euros, je crois, de mémoire, c'est historique. Donc cet argent-là, il a besoin de s'employer. Il a besoin de travailler. Combien il va rapporter cet argent-là en moyenne? Il y a un concurrent à Uniland, pour ne pas le citer, c'est souvent autour de 10% quand on va sur le site, ce qui est proposé. Alors on est un peu plus modeste en termes de performance visée. En même temps, on a cet historique que l'on a bâti dans tout le métier de la location, que l'on connaît bien. Nous, on est plutôt entre 4 et 8. Encore une fois, ce que l'on préfère avant le rendement, 4 et 8, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà une promesse qui est très forte. Quand on compare un livret A qui est 1, c'est 4 à 8 fois plus. Et ça nous suffit largement parce que ce que l'on privilégie avant tout, c'est la sécurité. Donc on préfère avoir moins de casse, mais un rendement plus faible. Et ce qu'il faut regarder, et comme toujours, ce ne sera pas le rendement brut, ce sera le rendement net après le taux de casse. Vincent, est-ce que bien prévoir va recommander ça à ses clients? Alors oui, tout à fait. L'idée étant que, comme toujours, et on est dans un sujet de diversification aujourd'hui, c'était le maître mot de la deuxième partie de cette émission, c'est de se dire quelle proportion de mon patrimoine je peux réserver à ça, à ce type d'investissement. Donc nous, notre recommandation va être, comme on a pu le faire par exemple lorsqu'il y a des produits qui sont sortis sur le marché pour investir sur les murs d'hôtels, etc., c'est de démarrer avec des proportions qui restent limitées dans un premier temps, autour de 10%, 5-10%, un peu comme sur les FIP FCPI, quitte après, au fur et à mesure que les possibilités augmentent sur la plateforme, à investir des proportions plus importantes. Mais dans un premier temps, on restera, parce qu'on aura besoin de voir pour d'attendre pour voir d'une certaine manière, d'investir une proportion de l'ordre de 5 à 10% de son patrimoine éventuellement. Alors une autre question de Warren qui décidément est actif. Est-il raisonnable de proposer un return de 9%, alors on a dit entre 4 et 8 hein, en l'occurrence, pour financer des PME sous-capitalisées alors que le taux sans risque plafonné est à 1,2%? Alors, il y a peu de PME qui se financent à 1,2%. Les grands groupes EDF se financent à ces taux-là, pas les PME. En fait, la valeur ajoutée pour les PME n'est pas tellement dans le taux, elle est ailleurs. Elle est dans la vitesse de prise de décision. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il veut emprunter, il a une réponse souvent 3-4 mois après. Et l'opportunité, entre-temps, elle est passée. Ça, c'est la première chose. Là, c'est beaucoup plus rapide. C'est sous une quinzaine de jours qu'il peut avoir ses fonds disponibles. Ça n'a rien à voir. Et jusqu'à quel montant? Il y aura un plafond? Alors, nous, on vise encore une fois plutôt des petits emprunts entre 15 000 et 300 000 euros. Pourquoi des petits emprunts? Parce qu'on veut vraiment diversifier. C'est la clé, vous l'avez compris. La deuxième chose, pourquoi un chef d'entreprise accepte de payer un taux plus élevé, c'est que aussi, il vient chercher un complément de financement que sa banque ne lui accorde pas. Souvent, les banques, vous arrivez avec une demande de financement de 100 000 euros, ils vont vous en accorder 80 000 et les 20 000 restants, il faut bien que vous les financiez malgré tout. Et puis, le dernier point qui est fondamental, c'est les conditions extra-financières. C'est-à-dire, autant il est normal. Garanties demandées? Alors, quand on va financer une clinique qui va acheter son bloc opératoire, demander une sûreté sur le bloc opératoire, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi une sûreté? C'est vous ne remboursez pas votre prêt, le bloc opératoire est à nous, c'est logique. En revanche, aller demander une caution personnelle, on trouve ça anormal. Et aujourd'hui, ce qui agace énormément de chefs d'entreprise, et je pense que beaucoup en ont fait l'expérience, c'est tout ce qu'on leur demande à côté et qu'ils ne veulent plus voir. Bon, apparemment, il y a un vrai marché là-dessus. Hein. Tout à fait. En tout cas, c'est une belle aventure qui démarre et on se fera un plaisir de l'accompagner c'est gentil. À suivre. À suivre. Merci beaucoup, Olivier. Bon vent pour cette nouvelle aventure. Merci à vous. À bientôt, vous viendrez nous en reparler. Voilà, on a fini cet épisode, le 6e du nom de Parlons Cash. On se retrouve le mois prochain
pour un Parlons Cash du mois de décembre.